Face aux canicules extrêmes, aux incendies incontrôlables, aux inondations éclairs, des satellites, des capteurs thermiques, des drones même promettent de détecter, voire d'anticiper ces crises. Nous allons voir dans quelle mesure ces outils sont vraiment efficaces. C'est l'une des questions et bien d'autres que nous allons poser à Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci d'être là, fidèle au rendez-vous. Commençons déjà par ce que j'évoquais à l'instant, ces capteurs thermiques. Comment est-ce qu'ils peuvent transformer la détection des incendies? Expliquez-nous. Il y a plusieurs technologies extrêmement intéressantes. Une des plus intéressantes, c'est celle de la constellation satellite FireSat qui est utilisée, qui a été déployée en 2025 et qui est utilisée aujourd'hui par Google. L'idée, c'est de scanner toute la planète toutes les 15 à 20 minutes avec une résolution suffisante pour détecter des feux de très petite taille avant leur propagation. Ces données sont partagées avec les pompiers et les chercheurs. Ça permet une réactivité extrêmement importante. Il y a d'autres technologies satellitaires très intéressantes comme le projet Aurora Tech en Allemagne. On va cette fois-ci s'appuyer sur des nanosatellites européens. On va exploiter ce qu'on appelle des CubeSats thermiques pour repérer les incendies avec faible latence et alerter quasi instantanément. C'est extrêmement utile. Il y a aussi une autre initiative qui est très intéressante, une autre initiative européenne, Dry Networks, qui va utiliser des capteurs solaires autonomes dans les forêts, qui va combiner l'analyse de gaz et de température et ça va déclencher l'envoi automatique de drones pour la vérification visuelle et donc l'intervention des pompiers. Juste avant d'aller plus loin, je voulais vous faire écouter Gaël Musquet. C'est un hacker qui s'intéresse depuis très longtemps aux données climatiques pour mieux anticiper toutes les catastrophes extrêmes, les catastrophes naturelles. On voit à quel point les données que nous permettent les technologies sont extrêmement clés. Quand on analyse les phénomènes liés au dérèglement climatique, on se rend compte que ces phénomènes sont de plus en plus intenses. Ces phénomènes, ce sont par exemple des tempêtes, des ouragans, des cyclones qui ont des vents de plus en plus violents. Ce sont des sécheresses qui sont de plus en plus intenses et qui vont perturber l'accès à l'eau potable. Ce sont des canicules qui vont rendre l'air irrespirable et parfois tuer les populations les plus vulnérables. Ce sont des feux de forêt qui vont ravager des surfaces chaque année, toujours plus importantes. Et ces phénomènes combinés mettent à mal nos infrastructures, nos modes de vie, nos réseaux électriques, nos réseaux d'accès à l'eau potable et nous devons bien évidemment nous adapter et faire des efforts pour pouvoir atténuer les conséquences de ce dérèglement climatique. On peut aussi utiliser, Guillaume, des drones pour faire face à ces catastrophes. Oui, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, mais il y a des projets qui reposent entièrement sur les drones. C'est notamment le projet Silvagard qui est né en Allemagne, où là, on va voir véritablement une petite boîte s'ouvrir, permettre en réalité à des drones de s'envoler et d'avoir des données grâce à des caméras infrarouges et qui vont être transmises en temps réel aux pompiers, notamment pour qu'ils puissent mieux intervenir. L'université de Berkeley travaille sur des modèles combinés qui permettent à des drones de gérer l'ensemble d'un cycle d'une catastrophe. Ça va de la détection à la cartographie, à l'estimation des dommages. Ces drones sont également utilisés, j'ai trouvé ça très intéressant, au Sénégal, dans le Ferlo, grâce à une organisation qui s'intéresse cette fois-ci aux forêts. Et puis on va utiliser en réalité les drones également après les catastrophes. Ça a été le cas notamment, c'est le cas toujours au Brésil, au Canada ou en Mozambique. On va cartographier en réalité tous les dégâts pour savoir comment mieux reconstruire après. Et cette question qui revient, est-ce que l'IA peut vraiment anticiper les inondations ou autres phénomènes météo extrêmes? Ce qui est très intéressant dans l'IA, c'est qu'elle va pouvoir rassembler les fameuses données dont on parlait tout à l'heure, des données extrêmement diverses, des données climatiques, topographiques. Nature Communications a publié un papier extrêmement intéressant en février 2025 sur le sujet. On va mélanger aussi des données qui sont issues de LIDAR. C'est particulièrement vrai dans le cas d'une île au Japon, l'île de Fukui, qui est absolument magnifique, mais qui peut être très vite détruite par des éclairs, des inondations. En France, la Météo France va s'appuyer sur différents capteurs, là aussi satellites, et va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle à travers les modèles AROM ou Arpège, et puis des capteurs d'eau recyclés ou les applications avec des données remontées du terrain sont très utiles également au Nigeria ou au Rwanda. Est-ce qu'il existe des limites, voire des paradoxes en ce qui concerne ces technologies? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'en remettre totalement aux technologies pour plusieurs raisons. D'abord parce que la technologie n'est pas toujours fiable encore maintenant. Il y a toujours des faux positifs. C'est le cas
notamment du réseau Alert California, une zone qui est très confrontée au changement climatique, aux incendies. Il y a eu des déplacements inutiles, de la perte de confiance dans ces modèles. Le feu de Paradise, là on reste en Californie, malgré des capteurs, en fait, l'ampleur du feu, il a dépassé toutes les prévisions, c'est-à-dire que on peut être aussi malheureusement surpris par l'ampleur des catastrophes. Et puis, il y a deux choses quand même, Nabia, qu'il faut rappeler, c'est que le coût énergétique des intelligences artificielles, même si on parle de plus en plus de petits modèles, il est encore faramineux. L'entraînement des modèles en IA climatique pose encore beaucoup de problèmes. Et surtout, et ça c'est un message clé de Gaël Musquet, il dit il ne faut pas s'en remettre, vous savez, à la géo-ingénierie. C'est-à-dire que ça peut faciliter les choses. Vous savez, on va parfois ensemencer des nuages pour provoquer des pluies. On va refléter une partie de la lumière solaire pour essayer de moins réchauffer la planète. Ça peut être intéressant, mais il faut surtout essayer de baisser au maximum nos émissions de CO2. Est-ce que, alors pour autant, on peut aller vers des technologies plus éthiques et plus durables? Oui, c'est ça qui est très intéressant. Il y a notamment la possibilité de s'appuyer sur des capteurs sans batterie. C'est l'université Northeastern aux États-Unis qui va s'appuyer sur des capteurs passifs sans pile. On va s'appuyer sur l'énergie solaire. On utilise aussi de plus en plus une approche open data. On va utiliser le partage des données. On en a parlé tout à l'heure avec Aurora Tech ou encore Météo France qui va être là-dessus. Et puis des tours autonomes solaires sans réseau. C'est expérimenté en ce moment dans les Landes en France. Une gouvernance ouverte, des outils open source aussi au Kenya et au Ghana grâce à l'initiative AfriGeo. L'open source, cette capacité, lorsque c'est bien réalisé, de s'appuyer, de partager des données. On le voit aussi avec le Flood AI Africa. Là, on va essayer d'anticiper des inondations. Bref, on peut sans doute faire mieux de manière collective avec moins de technologie. C'est aussi ça, peut-être, participer à la sauvegarde de la planète à l'avenir. Merci.